تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج خاص بأبناء الجالية المغاربية يقدمه لكم فريق ميديا مغرب. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه. من حصص فريق ميديا مغرب على موج 1450 AM. حصة Onde Choc ce soir تكون une émission spéciale, donc il ne va pas avoir de débat comme habitude, donc comme on a l'habitude à travers le téléphone. On a des invités. في Québec حكومة كيبيكية, elle a proposé un projet de loi, le projet de loi C59, dans lequel il comporte bien sûr plusieurs sujets. Le débat d'aujourd'hui va se cerner sur le discours haineux. حوار داخل المجتمع, un grand débat dans la société québécoise sur la limite de la liberté d'expression. C'est quoi un discours haineux? Et cette loi prétend se présente comme étant un cadre qui voudrait définir ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable sur les réseaux sociaux, sur Internet, aussi dans les journaux, un peu partout. Donc ça vient en fait compte limiter avec la prétention de protéger des minorités. D'autre part, les gens qui ne sont pas d'accord, ils considèrent que c'est plutôt une limitation de la liberté d'expression. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir notre ami, donc Maître Habib Rajdi, qui est donc avocat, qui vient ce soir pour nous donner son point de vue et surtout pour nous éclairer d'un point de vue juridique. Bonsoir. Bonsoir, ami. Monsieur Haroun Bouazi, président de l'association des musulmans et des arabes pour la laïcité, qui avait pris part aussi au débat parlementaire à l'Assemblée il y a quelques jours, qui sera aussi présent ce soir pour présenter son point de vue et le point de vue de l'association. Bonsoir Haroun. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Philippe Magnon, responsable de Poste de Veille, aussi qui à travers les réseaux sociaux a des positions par rapport à ce projet de loi. On peut dire aussi que Poste de Veille est concerné d'une façon assez directe dans ce débat, puisque dans certains documentaires, il a été cité comme étant un site qui pourra être touché d'une façon ou d'une autre par ce projet de loi. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ce soir, ça va être un débat qu'on va espérer donc constructif, qui va nous permettre de comprendre les arguments des uns et des autres. L'émission va se dérouler tout au long donc en français, en langue française. Je vais commencer par un tour de table pour vous permettre d'exprimer votre point de vue, votre position sur ce projet de loi. Je ne sais pas, Haroun, tu peux commencer.
Oui, merci Lamine de nous donner l'occasion de venir ici et puis de communiquer avec les membres de la communauté. C'est toujours un plaisir. Nous, notre position, donc on est allé la défendre lundi en commission parlementaire et ce qu'on dit en deux lignes, c'est que actuellement il y a un véritable problème dans notre société. Il y a des sites internet, des pages Facebook, des prédicateurs, des blogueurs qui propagent la haine dans notre société. Il y a des conséquences réelles et nous on pense que l'islamophobie est de loin le plus gros problème à adresser par rapport à l'appel à la haine aujourd'hui dans notre société. Et donc on accueille avec plaisir cette proposition de changement donc à la Charte des droits et libertés et la proposition de loi sur la lutte contre la haine, avec évidemment des points qu'on a soulevés en commission par rapport à l'importance de la liberté d'expression et l'idée de bien définir quel est le concept de haine qu'on est vraiment en train de combattre. Maître Habib Rachidi. Oui, bonjour Lamine. Donc écoutez, je suis pour une des rares fois en désaccord avec mon bon ami Aaron. Moi je suis complètement contre ce projet de loi, autant en tant que citoyen qu'à titre de juriste. En tant que citoyen, je suis une personne qui a une vision de la sauvegarde des libertés individuelles par rapport aux libertés collectives. Je vais toujours prôner la protection des libertés individuelles par rapport aux libertés collectives. L'exercice de la liberté d'expression, ça peut sembler cliché, mais pour moi, c'est une valeur fondamentale dans une démocratie mère. Et je reconnais que par la liberté d'expression, des fois on peut entendre des propos qui vont nous choquer, qui vont nous blesser. Là est l'envers de la liberté d'expression, mais il y a également de grandes théories, de grands avancements qui sont nés de l'exercice de la liberté d'expression. Alors, à titre de citoyen, pour moi, cela relève d'une valeur fondamentale. Et à titre de juriste, et je pense que je vais avoir la chance d'y revenir plus tard, mais c'est tout simplement que toute forme d'ingérence de la part d'un gouvernement dans l'exercice des libertés individuelles ou une restriction d'une liberté individuelle quelconque doit être exécutée de manière réfléchie, de manière sérieuse. Il doit reposer sur des assises qui sont également sérieuses, ce qui n'est pas le cas ici à Montréal. Philippe Magnon. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis l'administrateur du blog Poste de veille, et puis je me positionne contre la loi. Les groupes à date qui soutiennent cette loi, ceux qui sont passés jusqu'à nouvel ordre en commission parlementaire, sont le Forum musulman canadien, le groupe de Samira Laouni, le corps, vous voulez dire. Le corps de Samira Laouni, le Conseil musulman de Montréal et l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité de M. Boisy. Donc, ce qui cause problème ici, de ma perspective, c'est qu'il y a des groupes qui cherchent à bâillonner toute critique à leur endroit en se donnant un privilège énorme par rapport à tous les autres groupes à caractère politique, sous prétexte qu'eux, ils font partie d'une minorité vulnérable en tant qu'ils sont musulmans. Alors, il y a plusieurs groupes qui sont en fait des groupes politiques avec un agenda politique, mais qui, sous couvert de religion, ils cherchent à échapper à la critique en se présentant comme une minorité vulnérable dont il faudrait protéger la foi. Ok, allez-y encore. Les groupes qui sont contre, ceux qui se sont posés contre la loi en commission, il y a un groupe qui représente les Noirs, un groupe qui représente les LGBT, un groupe qui représente les Juifs, sont contre. Parmi les grands médias, il y a Le Devoir, Denise Bombardier, la rédactrice en chef aussi du Devoir, La Presse, Yves Boisvert, Paul Journet. Il y a plusieurs chroniqueurs du Journal de Montréal qui sont contre, dont Pierre Trudel, un expert en droit de l'information. Puis il y a aussi le groupe des juristes pour l'égalité et les libertés fondamentales qui s'est positionné contre la loi, en tant que ça restreindrait de manière dramatique la liberté d'expression au Québec. Merci. Je rappelle donc qu'il y avait aussi Mme Rakia Fourati qui devait être avec nous, mais elle est en déplacement à l'extérieur du Québec, donc elle n'a pas pu assister à ce débat-là. On a fait le premier tour de table, on a donc eu vos positions. Première question, je vais la poser plutôt aux personnes qui sont pour. Aujourd'hui, on ne peut pas nier l'existence au niveau de la discrimination, au niveau de l'emploi. Il y a des groupes qui sont vulnérables, et que ce soit envers, par exemple, les groupes religieux, ou des fois, c'est des groupes religieux qui ont aussi un discours haineux envers la société, envers des minorités comme les homosexuels ou d'autres personnes.
Est-ce que vous ne pensez pas que cette loi vient protéger ces gens-là? Est-ce que l'armada juridique existant aujourd'hui est suffisant pour protéger des minorités qui sont vulnérables? Je fais une réaction de... Non, mais c'est une question pour ceux qui sont plutôt contre la loi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des minorités qui subissent une discrimination, soit au niveau de l'emploi, soit au niveau... et qui des discours haineux dans les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas nier, qui existent, peuvent représenter en fin de compte un danger pour leur insertion sociale, pour leur appartenance au Québec? Est-ce que les lois existantes aujourd'hui sont suffisantes pour faire face à ce genre de dérapage haineux? Bon, M. Boisy, en commission parlementaire, c'est d'argumenter il y a assez d'argumenter un lien entre la discrimination systémique et puis les discours haineux. Bon, la discrimination systémique, qu'est-ce que c'est? Par exemple, il y avait une règle qui empêchait des policiers d'être de moins de 6 pieds de haut, de faire partie des forces. Puis on dit, ben voyez-vous, de manière systémique, ça discrimine les femmes. Ou d'autre part, si on regarde par exemple dans la fonction publique, puis on voit qu'il y a un trop faible ratio, par exemple, de certaines minorités par rapport à l'ensemble de la population, là on se dit qu'il faut faire la discrimination positive, parce qu'il y a quelque chose comme une discrimination systémique. Mais vous n'avez produit aucune preuve, aucune étude qui soutient un lien entre la discrimination systémique des Arabes et des musulmans et puis un discours qui, par exemple, qui porterait en dérision l'islam ou qui porterait en dérision, qui insulterait, par exemple, les Arabes et les musulmans. Et en France, dernière chose, en France, il y a une loi analogue à celle du projet de loi 59, et puis il n'y a aucune étude qui a démontré que ça désactivait les phénomènes de discrimination systémique, le cas échéant. Bon, moi je voudrais commencer par réagir tout à fait au début. Par exemple, quand vous avez dit qu'il y avait des associations qui représentaient les Noirs, il n'y a pas d'association qui représente les Noirs, pas plus que d'associations qui représentent les musulmans. Il y a des associations qui se représentent elles-mêmes et qui ont un avis à donner. Et évidemment, il y a une diversité parmi toutes les communautés. D'ailleurs, dans les communautés LGBT, moi quand j'y suis allé lundi, la personne avant moi qui représentait une association LGBT était d'accord avec le projet de loi. Donc il y a une certaine diversité. L'autre question aussi, c'est évidemment qu'est-ce qu'on fait par rapport à la discrimination systémique. Bon, c'est pas à l'association des musulmans et des arabes pour la laïcité qui dit que ça combat la discrimination systémique. C'est la Cour suprême du Canada dans son jugement que vous avez sûrement lu, qui est le jugement de l'affaire Watcott, qui explique clairement que oui, il y a une atteinte à la liberté d'expression quand on interdit l'appel à la haine, mais cette atteinte-là est acceptable et correcte étant donné qu'elle permet de lutter contre les inégalités systémiques et le droit, elle permet d'atteindre le droit à l'égalité. Et dans la vie, il faut faire des choix, il n'y a aucun droit qui est au-dessus des autres, et effectivement, quand des droits fondamentaux comme le droit à l'égalité ou le droit à la libre expression se retrouvent en contradiction, ben, on peut décider qu'il y a des limites pour l'un ou pour l'autre. Maintenant, quand on parle de haine, on comprend bien aussi qu'il y a dans notre société des gens qui expliquent qu'il y a un complot, principalement des musulmans. Dans d'autres temps, c'était un complot des communistes, d'un point de vue politique. D'ailleurs, la loi aussi protège des idées politiques. Il y a aussi des complots, aussi dans la même période à peu près d'ailleurs, des juifs. Il y a ces théories des complots. Aujourd'hui, elles touchent principalement les musulmans. Donc il y a des gens qui sont persuadés qu'il y a un 3% de musulmans au Québec et une bonne partie du 3% travaille très très fort, comme vous l'avez dit vous-même, à avoir un agenda politique pour imposer la charia au Québec, etc. Et puis ces idées-là qui sont véhiculées en boucle avec quelques images d'égorgement en Syrie, etc., doublées d'un peu de diffamation peut-être, se retrouvent effectivement à créer un environnement de haine très très agressif envers les musulmans. Bon, alors vous-même, vous êtes clairement conscient de tout ça, Monsieur Magnan, étant donné que vous passez votre temps, je comprends bien, à effacer les messages haineux contre les musulmans sur votre site vous-même, mais il y a aussi tous les gens qui partagent ce qui se passe, et on peut très bien voir, sans beaucoup d'efforts,
toute la haine qui peut ressurgir sur les médias sociaux. Et nous, on ne pense pas que c'est acceptable, on pense qu'on doit avoir des outils pour les contrer. Donc, je vous rappelle que ce soir, nous avons un débat autour de la partie du discours haineux du projet de loi C59. Nous avons donc comme invité Maître Habib Rachidi, donc avocat, M. Haroun Bouazi, qui est le président de l'association des Arabes et musulmans pour la laïcité au Québec, M. Philippe Magnon, gestionnaire du site Poste de Veille. Nous allons prendre une pause publicitaire. Juste avant la pause, je pose la question à M. Habib Rachidi et au retour de la pause, on va avoir la réponse. Maître Rachidi, la question que je me pose, au-delà de votre position par rapport au projet de loi, est-ce qu'aujourd'hui, une personne ou un groupe qui est vulnérable est protégé d'un point de vue juridique avec ce qu'on a comme loi aujourd'hui au Québec? Donc c'est la question qu'on va aborder juste après la pause publicitaire. مع فواياج مايسترو افضل خدمه واحسن الاسعار. مال اخويا فيصل غير ريزيرفي معاك عند فواياج مايسترو. فواياج مايسترو اجونس دو فواياج متخصصين في السفر لكل البلدان العربيه والمغاربيه، تونس، الجزائر والبلاد المغرب. Agence Voyage Maestro au 9150 l'Acadie. Téléphone 514 381 1999. غير تجرب مايسترو مرة وتعود تسافر معاهم كل مرة. خويا مالك وينك رايح تقضى؟ انا رايح محلات اميره. واش كاين في محلات اميره؟ محلات اميره يا اخي بتتكلم مغاربي؟ محلات اميره محلات الجاليه العربيه والمغاربيه في مونتريال. في محلات اميره تجدون كل المواد الغذائيه اللي جايه من كل البلدان المغاربيه. محلات اميره نافذه مفتوحه على المواد المغاربيه بمونريال. Les magasins Amira au service de la communauté maghrébine et arabe à Montréal. Les magasins Amira au 1445 Mazurette, en face du marché central. 514 382 9824. ستحب رائحة الياسمين التونسي الفواحة على مونتريال. تستدعاكم l'Association des Tunisiens aux Amériques l'ATA لحضور مهرجان الياسمين التونسي هذا السبت 29 أوت في بارك أنري جوليان مونريال. مهرجان متنوع وفريد من نوعه، برشا جو تونسي والتراث التونسي ورقص فولكلوري ومأكولات تونسية، ترفيه للكبار والصغار. برشا مفاجآت وهدايا قيمة، منها 3 تذاكر سفر لتونس وإقامة في نوز. إذا مرحبا بكم انتوما واصحابكم باش نعملوا مع بعضنا برشا جو. Ce samedi, venez fêter avec nous dans une ambiance aux couleurs et aux saveurs tunisiennes au parc Henri Julien, 9300 rue Saint-Denis, de 10h du matin jusqu'à 23h. Entrée gratuite pour tout le monde. أيا مالا سيف شريك وجبتك البارك أوريجينال السبت هذا 29 أوت. Complexe Wichita Palace vous offre des salles de réception exceptionnelles, décors maghrébins traditionnels, gastronomie marocaine raffinée, système de son professionnel. Les salles de réception de Wichita Palace لكل المناسبات عرس هارة حفلات خاصة وعامة. Salle Moumonia plus que 400 places. Salle Lala العروسة 110 places. Salle La Bourbonnière de 50 à 100 places. Salle plus sono, plus cuisine, plus boisson liqueur à volonté à partir de $500. Au complexe Wichita Palace, le restaurant Saphir vous reçoit pour un souper spectacle à partir de 19h les jeudis, vendredis et samedis. Complexe Wichita Palace, 83-86 boulevard Saint-Laurent. Pour information, 514 382 3100. Spécial du mois d'août au complexe Wichita Palace. Salle de spectacle style banquet pour 400 personnes à $2799. متواصلين معكم dans une émission spéciale autour du débat sur le projet de loi. Actuellement, à l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée nationale reçoit les personnes qui ont déposé des mémoires pour donner leur point de vue. Ce soir, nous avons donc Maître Habib Rachidi qui est avec nous, Haroun Bouazi de l'association Amel, Philippe Magnon de Poste de Veille, qui pour débattre de la pertinence ou non de ce projet de loi. J'avais posé la question juste avant la pause publicitaire à Maître Rachidi sur la protection, les protections juridiques qui existent aujourd'hui pour un groupe ou une personne qui risque d'être attaquée par un discours haineux au Québec. Est-ce qu'on est protégé déjà? La réponse est oui.
Et avant de répondre pourquoi, je tiens à faire une mise au point par rapport à mes frères et mes sœurs musulmanes qui nous écoutent ce soir. Je ne suis pas pour les messages haineux. Je ne suis pas pour l'appel à la violence. Soyons clairs. Bien sûr, étant moi-même membre de la communauté musulmane et arabe, fier de l'être, lorsque j'entends des propos, lorsque je lis des propos qui s'attaquent à cette belle communauté-là, ça me fait tout aussi mal que n'importe qui. Alors soyons clairs là-dessus, mais le débat porte sur le projet de loi. Le projet de loi en soi, je suis contre, parce que je suis une personne qui est conséquente avec moi-même, et j'essaie de faire preuve de cohérence dans ma vision des choses et dans mes principes. Alors on aura la chance d'y revenir tout à l'heure, mais moi je vais répondre directement à votre question. Oui, il existe actuellement plusieurs mesures pour venir protéger les personnes vulnérables. Par rapport spécifiquement à l'appel, par exemple, au génocide, l'article 318 du Code criminel vient prohiber ça, et d'ailleurs, on est passible d'une peine de prison. L'article 319, l'appel à la haine, même chose, on est passible d'une peine de prison. Alors, au niveau du Code criminel, il existe déjà ces provisions-là. Maintenant, transportons-nous du côté des droits de la personne. Il ne faut pas oublier que la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte québécoise des droits et libertés sont successivement une loi à portée constitutionnelle et quasi-constitutionnelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles sont contenues dans ce qu'on appelle la loi suprême de l'État et aucune autre loi ne peut venir les renverser. Et qu'est-ce que ces chartes-là prévoient? C'est un milieu absent de toute forme de discrimination basée sur la couleur, l'ethnie, la religion, la race, la grossesse, l'état civil, l'orientation sexuelle, etc., etc. Donc oui, il existe cette protection-là. Non seulement ça, il ne faut pas oublier que lorsqu'on est victime justement de discrimination, la Commission des droits de la personne prend fait et cause pour nous. Ce que ça veut dire, c'est qu'un avocat est fourni, en fait on est protégé par la Commission des droits de la personne à titre gratuit. Alors pour moi, la protection, elle est là. Aujourd'hui même, lorsqu'on est victime de discrimination, la Commission des droits de la personne, au même titre que lorsque, par exemple, on est berné par un commerçant, l'OPC fournit un avocat pour nous défendre. Maintenant, d'une façon plus concrète, je vais donner des exemples. Est-ce que tu me laisses donner des exemples? Parce que moi, je vais donner... Ok, vas-y. Juste lundi, on est passé en commission, donc c'est facile. Monsieur Magnan a partagé un lien et il a été partagé à peu près 1000 commentaires qu'il y a eu entre la page de M. Magnan et d'autres pages. Donc là, je vous en lis quelques-uns. J'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants autour. Donc, retourne de ton pays, retourne chez vous. Évidemment, toutes les questions du complot musulman. Donne-nous des exemples concrets pour qu'on puisse les analyser avec okay. Donc, je vais lui arracher la langue. Ok, si on prend celui-là. Bah. Aujourd'hui. Attends, je voudrais juste lire un autre que j'ai reçu aujourd'hui qui dit « Ce n'est pas vrai », et là, excusez-moi encore une fois, et puis peut-être que juste pour donner des exemples concrets. Boazi, ce que tu dis, vous n'êtes pas des animaux, vous êtes des sous-races, un vulgaire mammifère qui n'a pas sa place dans notre société, crise de charogne. J'ai jamais vu un chevreuil ou un orignal qui forçait sa femme à se cocher la face. Parce qu'il est incapable de contrôler ses pulsions sexuelles, on va vous avoir pourriture, le gouvernement va changer, on va vous faire disparaître de notre sol. Vous retournez, vous tapez des chèvres au Moyen-Orient, etc. Okay, si j'ai envoyé ça à la police, et la police m'a répondu avant de venir, et ils m'ont dit qu'il n'y avait absolument pas moyen d'attaquer ceci en justice actuellement. Donc, si on prend cet exemple qui est concret, quelqu'un qui ne critique pas le point de vue de M. Haroun Boazi, qui ne critique pas sa position politique avec des arguments, qui ne dit pas, par exemple, qui ne critique pas en fin de compte même la religion si c'était une question de religion. Là, il parle d'un groupe, il fait référence aux musulmans, je suppose, ou au groupe politique, en supposant que c'est un groupe, ou à l'association qui veut disparaître. Est-ce que, premièrement, je vais faire un tour de table, est-ce que ça c'est un discours problématique ou est-ce que c'est la liberté d'expression? Ici, c'est dans le contexte, je pense, vous me corrigerez si je me trompe, c'est dans le contexte de la vidéo, j'avais fait la synthèse, j'ai fait un montage de votre... Mais c'est pas la vidéo qui est problématique. Un instant. Oui. J'avais fait un montage de votre témoignage en commission où vous demandez de censurer les réseaux sociaux. Donc, à partir du moment où M. Boazi veut appliquer une nouvelle manière de censure au Québec, ça c'est le contexte. Donc il y a des gens qui s'insurgent contre ça. Je peux vous dire, par exemple, dans d'autres postes,
disons, sur une Donc c'est acceptable ou pas, juste pour être sûr. Un instant. Juste pour être sûr. Un instant. Oui, allez-y. Juste pour situer le contexte, dans un autre poste, par exemple, où on explique que Jacques Frémont, le président de la Commission des droits de la personne, endosse ce projet de censure, eh bien, il y a des gens qui disaient, citation, gros con, vieux Christ, connard, personnage à vomir, etc., dangereux malade fasciste, ou sous un poste, par exemple, au sujet de Suzanne Roy, la présidente de l'Union des municipalités du Québec, qui, elle aussi, veut introduire des amendes pour ceux qui émettent des commentaires malpolis envers des politiciens des municipalités du Québec. Il y a des gens qui disent « méchante crise de niaiseuse, que va te faire foutre idiote, la censure totalitaire imposée, etc. etc. » Donc ici, il faut je signale que quand même, dans mon cas à moi particulièrement, dans des musulmans en général, on parle de faire disparaître les gens, hein, juste au passage. Moi, je préfère comme disent la ici, j'ai juste dire, moi, j'endosse pas du tout des appels à la haine, j'endosse aucunement les incitations à la violence, d'accord? Cependant, les propos, si on veut, malpolis ou insultants envers des gens qui prennent des positions sur la place publique, eh bien, il faut qu'ils développent une certaine immunité aux insultes. Donc, ils sont acceptables. Non, comme j'ai dit, aucun commentaire n'est acceptable qui incite à la violence, qui appelle à la violence. D'accord? Ça, c'est inacceptable. Est-ce que ce que je viens de dire appelle à la violence? On va vous faire disparaître. Est-ce que ça appelle à la violence? S'il parle d'une disparition physique, oui, le cas échéant, oui. Bah, là, il y a un doute, et donc la police n'est pas capable de prendre position actuellement, étant donné que dans le code criminel, la charge, je dois faire preuve que ce qu'il est en train de dire, il n'y a pas de doute, hors de tout doute. Alors que ce qui va être introduit, c'est est-ce qu'une personne raisonnable pense qu'il y a appel à la violence, et à ce moment-là, la personne raisonnable, franchement, dirait oui, il y a appel à la violence. On va aller avec M. Maître Rachidi. Par rapport à ce cas-là en particulier, ce serait quoi les procédures possibles? Non, en fait, ce ne serait pas les articles 318 et 319 du Code criminel qui s'appliqueraient. Ce serait l'article qui porte sur la menace de mort. Bien sûr, le menace de mort doit être quelque chose de concret, doit être quelque chose de direct, doit être quelque chose de sérieux. Écoutez, combien de fois, même moi, à un jeune âge, lorsque je jouais au hockey, on préférait des menaces à d'autres individus. Donc, il faut que ces menaces-là soient concrètes. Ce que M. Boazi a reçu comme message s'apparente drôlement à ce que j'ai reçu également lorsque je défends Chaoui. Mais c'est un commentaire avec lequel je suis prêt à vivre. Est-ce qu'il m'atteint dans mon honneur et au sein de ma dignité? Peut-être. Est-ce que ça me fait mal? Est-ce que ça m'empêche de fonctionner? Est-ce que ça me tue, des propos comme ça? Absolument pas. Alors, la seule façon pour moi d'aller de l'avant, c'est soit d'ignorer ce commentaire-là, ou soit de contre-argumenter avec quelque chose de plus intelligent. Comme j'ai dit, je dénonce ce type de commentaire-là. La question ici, c'est est-ce qu'on prohibe ce type de commentaire-là au sens large? Est-ce qu'on restreint la liberté d'expression simplement parce qu'il y a des égos ou simplement parce que nos sentiments peuvent être affectés? Et la réponse, c'est non, en aucun temps. Et moi, je suis d'accord pour dire... J'ai une question pour toi. Oui. Vas-y. Okay. Le Québec, comme société en évolution, a fait des choix. La liberté d'expression, je ne dis pas que tu la remets en cause, mais la liberté d'expression est devenue aussi un outil très important, comme beaucoup d'autres sociétés, et que, comme tu as bien mentionné au début de l'émission, que d'autres communautés dans l'histoire du Canada en général, et du Québec en particulier aussi, ont vécu ce genre de stigmatisation. Pourquoi introduire un élément juridique qui remet en cause cette liberté d'expression, qui fait un changement assez important dans le réflexe de chacun de nous de s'exprimer librement sur un sujet et de le critiquer, et des fois même que notre langue dépasse notre esprit? Pourquoi faire ce changement et ne pas tout simplement faire vivre en fait cette communauté, qui est la communauté musulmane? Parce que d'autres communautés, ça va s'évoluer, la communauté va mieux s'installer, elle va mieux communiquer, et peut-être qu'elle sera à l'abri de ces discriminations, comme d'autres communautés ont pu passer ce passage peut-être obligé dans le processus d'intégration qu'on voudrait bien éviter. Mais pourquoi faire un changement radical, limiter les gens? Tout simplement parce qu'il y a une crise qui, comme tu l'as bien mentionné, elle existait pour les Chinois dans le temps et aussi pour d'autres communautés. Ouais. C'est une bonne question. Je tiens d'abord à dire que le problème, c'est ni Habib ni Haroun. On a la chance
d'avoir une vie plutôt agréable, d'être bien installé dans la société. La réalité, c'est que ce genre de message a une relation, qu'on le veuille ou pas, avec la femme qui, elle, marche dans la rue et qui se fait cracher dessus. Il y a une réalité, c'est que la création de la haine, il y a des gens qui en souffrent concrètement, et nous, on se sent un peu démunis, et on pense que ce genre de loi va me permettre de lutter, surtout pas nous. Je veux dire, moi je vis très bien, effectivement, malheureusement, avec toute la haine que je reçois, c'est pas ça le problème. Mais quand on reçoit des appels d'une femme qui s'est fait agresser dans la rue ou cracher dessus, etc., on préférait que ça arrive pas, et ça alimente la haine contre cette minorité. Non, pour revenir à ce que tu dis, Lamine, c'est pas tant que ça une révolution. Actuellement, il y a 3 autres provinces au Québec, au Canada, qui se sont dotées déjà. Donc le Québec n'est pas en avance là sur d'autres endroits. Il y en a d'autres où il n'y a pas ce genre de loi. Et la preuve en est que, justement, que la Cour suprême a dû statuer pour savoir si c'était correct ou pas d'avoir ce genre de législation, étant donné qu'elles existent ailleurs. Donc dans le cas de Saskatchewan, c'est un cas. L'autre chose, je comprends parfaitement qu'on ait peur pour la liberté d'expression. La question, c'est que, et la Cour suprême nous le dit, c'est que la parole exécrable, la parole dérangeante, la parole diffamatoire ne font pas partie de l'appel à la haine. La question, c'est est-ce que les conséquences de ce que je dis va créer de la haine contre un groupe? C'est vraiment ça la question. Et ce n'est pas dégoûtant. Donc la Cour suprême utilise le mot dégoûtant. Je vais donc finir là-dessus. Dans les 3 autres provinces où il y a ce genre de législation, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un seul avocat qui m'a donné un exemple d'excès. Donc j'ai été confronté à M. Julius Gray dernièrement à la radio pendant 25 minutes sur CJAD, et la question c'était, ok, je comprends vos peurs, M. Julius Gray, mais donnez-moi un exemple d'excès. Il serait déjà sorti depuis belle lurette s'il existait, étant donné le débat qu'on a actuellement. Moi, je suis... en fait, je veux simplement amener cette distinction-là par rapport à l'arrêt dont fait mention M. Boisy, l'arrêt de la Cour suprême, qui est l'arrêt Watcott, si je ne me trompe pas. Écoutez, l'arrêt Watcott portait sur une disposition de la Saskatchewan. La disposition en tant que telle n'a strictement rien à voir avec le projet de loi qui est aujourd'hui en vigueur. Dans ce projet de loi-là, je vais vous donner un petit peu de quoi on parle. On parle de dénonciation anonyme. On parle de restrictions qui sont même préalables à la diffusion de messages. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'une personne est sur à l'intention de diffuser un message, on peut porter plainte de façon anonyme. On parle d'amende sévère également. Et puis, on parle, et ça c'est le compte pour moi, là, un registre de nature pénale pour les gens qui auraient exprimé de tels propos. Comme une sorte de registre des délinquants sexuels, comme on veut. Donc, et moi, la question... Donc, par rapport à la disposition de la Saskatchewan, et puis je suis impératif là-dessus, ça n'a absolument rien à voir avec les dispositions de ce projet de loi, et même que l'arrêt Walcott est venu invalider les dispositions de des provisions de la loi de la Saskatchewan qui interdisait les discours qui tendaient à ridiculiser la religion ou à porter à l'honneur ou à la dignité. On a dit dans cet arrêt-là que la haine doit être réservé aux propos les plus extrêmes et les plus virulents. Alors, c'est pour ça que moi, je pense que l'arrêt de la Saskatchewan, l'arrêt Walcott dont faisait mention Boisy, ne trouve pas application ici. Ben, c'est discutable, c'est-à-dire que les points dont tu parles, l'idée quand même, c'est d'interdire la parole haineuse. Maintenant, ce que la Cour suprême dit, c'est que justement, il faut surtout qu'elle soit vraiment haineuse pour l'interdire. Maintenant, aujourd'hui, nous, au Québec, quand elle est vraiment haineuse, ben, on ne peut pas l'interdire. Il faut faire attention ici. Dans l'arrêt Walcott, si un discours est considéré comme étant haineux, si un discours va être considéré comme étant haineux, dis-je, si une personne raisonnable estime que ce discours est susceptible de causer du tort ou de la discrimination à un groupe concerné. Disons par exemple le cas de la communauté musulmane. La problématique ici, c'est nettement les critères de la personne raisonnable. On a vu en commission parlementaire la semaine passée, M. El-Meniaoui, par exemple, dont le Conseil musulman de Montréal représente plus de 70 mosquées et qui lui-même préside une très grande mosquée, la mosquée Assouna. Donc, lui, s'il dit que le simple fait de critiquer l'islam comme dogme, ça insulte sa mère, ça insulte sa femme, il prend ça comme une atteinte personnelle. L'idée ici, c'est que quel est le critère de la personne raisonnable selon l'arrêt Walcott? On a vu aussi Mme Laoni qui dit que si personnellement les caricatures, disons, de Mahomet ne la dérangent pas,
Elle dit cependant que le groupe des musulmans se sent agressé par ces caricatures et que conséquemment, il faut limiter la liberté de critiquer l'islam ou de tourner en dérision l'islam parce que ça serait de la haine. Et dernière chose, ça créerait de l'ensemble, ça créerait du tort à l'ensemble de la communauté musulmane au vivre ensemble. Et donc là, ici, le critère de la personne raisonnable, quelqu'un qui se dit affecté dans sa foi s'il y a des critiques de l'islam, comme critère pour limiter la liberté d'expression. Très bon point. Je poserai deux questions. Une, alors je voudrais la position de Amel et ta position personnelle par rapport à la question de la critique de la religion. Est-ce que tu la considères aussi qu'elle doit être limitée? Et à Maître Rachidi essentiellement, est-ce que le projet de loi dans son état actuel inclurait ces éléments qui ont été mentionnés? Juste après la pause publicitaire. Wow, Amel, هذه حطة traditionnelle. C'est ça, c'est la cuisine tunisienne. أنا في restaurant لا كورنيش منو ما فيش هذيك السلطة المشوية تفتح الشهية والملوخية اللي تدع فيها هي الكسكس بأنواعه بلانيو بالدجاج كسكس بالكالامار والغوايال وحتى بالعصبان ودوقي وجربي الرز الجربي واللبلابي والمشاوي والكفتاجي عماد حاجي يا ودي غير اجي restaurant لا كورنيش au 708 6 avenue Saint-Laurent près de Jean Talon فيها la livraison فاتحين de 11 à 11 كل ما تشهيتي لا كورنيش مشيتي والرخيص ما دفعتي تليفون 514 271 3666 هديات دخول مدرسي ولكن العقل السليم في الجسم السليم. YMCA Cartierville vous offre l'environnement idéal pour les activités sportives de la famille. كبير وصغير YMCA Cartierville offre des activités sportives diversifiées, piscine intérieure, conditions physiques, cours de natation, soccer intérieur et des activités de yoga. Prix abordable avec possibilité de réduction pour les familles de faible revenu. YMCA Cartierville, très accessible, métro Côte-Vertu, bus 64. YMCA Cartierville au 11 885 boulevard Laurentien. Coin de Hubourg. Pour un essai gratuit, téléphonez au 514 313 1047 pour obtenir plus de détails. Dépêchez-vous, cette offre d'essai gratuit prend fin le 31 octobre 2015. تبارك الله عليك هاد المرة كسكس فورفور. والله نفس اللي بعمله كل مرة. لحظة هالمرة استعملت كسكس زندا. سي بور سا بنين كي تستعمل كسكس زندا الطعام يخرج هايل. أما حكانا دي 100% أحسن طبق في العالم. كسكس زندا نوعية ممتازة وبيكون جاهز خلال 5 دقائق بس. ممكن استخدامه للطبخ أو السلطة مع تشكيلة كبيرة من كسكس زندا ريجولير أو بنكهات متعددة. كسكس زندا بدون منازع هو مزيان لأنه محضر بالحب والأمان. Oui, ça va. قل لي بغيت ندير البيرمي دو كوندوير وفكرت في الكول دو كوندويت اللي حداك. وعلاش تمشي بعيد من سونيك اللي حداك في لاغيب سود؟ سونيك؟ أنا كنهضر سونيك لا ستاسيون سيرفيس. إيوا لا في لاغيب سود راه كاينة حتى ليكول دو كوندويت سونيك. ليكول دو كوندويت سونيك عندهم لو كور كومبلي selon le nouveau programme de la SAQ وحتى لي كور pratique de perfectionnement selon le besoin et les disponibilités. Les cours sont en français ou en anglais وعندهم même les cours de classe 1 et 2 pour les camions. والثمن؟ Juste 6,99, taxe incluse. École de conduite sonique au 556, chemin de Saint-Jean Porte 2, La Prairie, J5R 2L1. Pour plus d'informations, appelez 450 444 4244 ou visitez sonicautoécole.ca. متواصلين معكم حصة خاصة حول مشروع proposé par le gouvernement du Québec, le projet de loi C59. On parle seulement de la partie du discours haineux. Je vous rappelle qu'avec nous au studio, Maître Habib Rachidi, donc Haroun Bouazi aussi de l'association ML, l'association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec,
Philippe Magnan, administrateur de poste de veille. J'avais posé deux questions, une à Haroun, une autre à Maître Rachidi. Haroun, M. Magnan avait présenté des éléments de certaines interventions qu'il faudra aussi valider, parce que c'est ce qu'il nous a dit, mais il faudra voir exactement, je ne sais pas si c'est des transcriptions précises par rapport à ce qui a été dit par Mme Aouni et aussi par M. Mniaoui, mais est-ce que la critique de la religion, pour toi, ça te dérange? Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un va faire un article dans lequel il veut démontrer que, par exemple, le voile est une soumission de la femme et est discriminatoire en tant que tel, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va créer une discrimination envers la femme qui porte le hijab dans la société ou non? C'est le genre d'exemple qu'on voudrait avoir ta position pour clarifier ta position. D'abord, on pense qu'il y aurait beaucoup de musulmans du coup qui se feraient arrêter parce qu'il y en a plein qui se critiquent les uns les autres. Bien sûr que non, hein, cette loi aujourd'hui comme elle est présentée permet toute critique qu'on veut, non seulement des critiques d'interprétation religieuse, mais aussi toute dérision. Et d'ailleurs, M. El Mniaoui demandait un amendement à la loi pour pouvoir interdire la critique religieuse. On sait aussi que dans d'autres, justement, provinces où il y a ce genre de législation, il y a eu des plaintes par rapport aux caricatures du prophète, par exemple. Madame Latour nous en parle beaucoup. Ce qu'elle oublie de nous dire, Madame Latour, c'est qu'évidemment, les personnes qui ont porté plainte contre les caricatures du prophète ont perdu leur recours juridique. Donc effectivement, la loi ne s'attaque pas si on est malheureux parce qu'il y a quelque chose qui nous atteint dans notre foi, ben, on regarde ailleurs. La question c'est vraiment est-ce que ça crée de la haine ou pas sur la minorité en question, et la dérision ne crée pas de la haine sur les minorités. Maître Rachidi. Message à mes frères et sœurs musulmans. Il faut savoir aujourd'hui faire la distinction entre le respect de la religion et le respect de la liberté de religion. C'est deux concepts complètement fondamentaux, complètement différents, puis souvent qui mènent à confusion. Le respect de la religion implique que je dois absolument respecter tous les objets du culte, toute forme de pratique religieuse, toute forme de dogme, toutes les croyances. Et ça, il n'y a aucune obligation, que ce soit morale ou que ce soit juridique, qui m'impose de respecter la religion. Ce qui se différencie grandement du respect de la liberté de religion. Le respect de la liberté de religion implique que je dois, moi, te respecter, nonobstant ton appartenance religieuse ou tes croyances religieuses, et surtout, je ne peux pas te discriminer sur cette prémisse. Et ça, là-dessus, même si je suis contre ce projet de loi-là, soyez certains que je me bats avec vigueur au nom de n'importe qui est victime de discrimination basée sur sa confession. Et ça, c'est une distinction fondamentale à faire. Là. On a de la difficulté, des fois, dans notre communauté. Automatiquement, on va associer toute forme de dérision de notre culte, de l'islam, à de l'islamophobie. Ce n'est pas ça, l'islamophobie. L'islamophobie, c'est une haine qui se reflète par une discrimination basée sur ce qu'on est. Alors ça, c'est une importante distinction à faire. Et pour répondre clairement à votre question, non, ce projet de loi-là n'empêche pas la dérision ou la critique de l'islam, ou encore de faire de la dérision de l'islam. Monsieur Philippe Magnan, les événements tragiques au Québec nous ont montré quand même qu'on a un problème de discours haineux. C'est sûr qu'on ne peut pas dire que le Québec, c'est une société raciste, comparée essentiellement avec ce qui se passe en Europe. Le Québec reste une société très ouverte. Mais par exemple, l'accident tragique de Mme Naïma au métro Fabre, le lendemain de cet accident, on a vu dans des commentaires sur des sites du Journal de Montréal, par exemple, ou d'autres journaux, on ne parle même pas de blogs, on parle de grands journaux, des discours très haineux. C'est-à-dire que les gens, quand on disait bon débarras, qui disent une de moins, on parle d'un discours qui ne reflète pas en réalité le Québec dans son ouverture. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même, au-delà peut-être que la loi va trop loin, mais vous ne pensez pas que quand même cette liberté d'expression pourra créer une instabilité sociale, pourra créer des fractures sociales qui sont des fois irréversibles? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut, peut-être pas cette loi, mais faire des choses pour éviter ce genre de discours qui soit présent dans nos réseaux sociaux, qui ne va pas influencer d'autres personnes? Bon, première des choses, je tiens aussi à dire que je m'oppose catégoriquement à toute discrimination, d'accord, à l'emploi, au logement, aux services offerts, d'accord. Et puis,
je m'oppose aussi à toute violence, tout discours haineux contre la communauté musulmane. Cependant, je pense que de restreindre la liberté d'expression, d'accord, ça peut créer un surcroît d'islamophobie, puis ça peut vraiment polariser davantage la société. Maître Borovoy, il a dirigé l'Association canadienne des droits et libertés civiles de 1969 à 2009. Il dit « Ne vous laissez jamais convaincre que pour résister au discours haineux, on a seulement le choix entre, d'une part, demander à l'État d'agir de manière coercitive, de manière punitive, ou ne rien faire. » Une dernière chose, je voudrais juste dire ici, il faut débattre, c'est en débattant, c'est en se rencontrant, c'est en manifestant qu'on court-circuite la haine. Puis lui, d'après sa large expérience, il a dit que lorsque des gens en position d'influence qui ont tenu un discours haineux, antisémite, homophobe, misogyne, eh bien, lorsqu'ils sont dénoncés, ils finissent toujours soit par démissionner, soit par s'excuser. C'est comme ça qu'on règle, qu'on désactive, en ce moment, qu'on désactive la haine. On a le droit de tenir des propos très très agressifs. Non mais Haroun, juste un truc... Non mais un élément que je voudrais juste parce que... je voudrais... si j'ai bien compris, M. Magnan, il favorise plutôt de régler ces problèmes par le dialogue ou par la communication. Si on essaie de suivre tout à l'heure la logique que je trouve aussi pertinente sur un volet que un discours haineux ou un discours, disons, qui n'est pas haineux, mais par contre qui est une critique sévère, qui est martelée sur un réseau, au niveau Facebook par exemple, chaque jour, peut avoir un impact sur la perception d'un recruteur qui est à Chicoutimi, qui n'a pas eu de contact, et on sait très bien que un des éléments très importants pour l'intégration et la survie économique du Québec, c'est la délocalisation de l'immigration, donc c'est la régionalisation. Donc un employeur qui est à Chicoutimi, qui peut-être qui n'a pas eu l'occasion d'être en contact avec la communauté maghrébine, si on parle de cette communauté, et qui à travers Facebook voit du martèlement qui n'est pas haineux, mais quand même des critiques successives, pour avoir un impact sur la perception. Donc quand il reçoit un CV, pour lui il fait le lien entre le CV et ce qu'il est sur Facebook. Je peux le comprendre de ce sens-là. Mais par contre, M. Magnan ramène un point très important. Il dit qu'une loi va plutôt encore élargir le fossé, parce que va créer des clans contre des clans. Pourquoi ne pas régler ce problème par la communication, par la création d'événements, exactement des événements, au lieu d'aller par un process qui est purement juridique de punition, et celui qui sera puni, c'est pas sûr qu'il va changer d'avis. C'est un bon point. Nous, ce qu'on a demandé en commission d'ailleurs, c'est qu'il y ait aussi le côté prévention qui soit mis en place le plus vite possible. Une des choses, c'est de passer par les réseaux scolaires pour qu'on apprenne aux jeunes justement exactement ce que vous disiez, maître, par rapport à la lutte contre la discrimination, par rapport à la Charte des droits et libertés québécoises telle qu'elle est aujourd'hui, qui interdit la discrimination sur base religieuse ou sur toute autre base. Donc il y a 14 critères sur lesquels on n'a pas le droit. Ayant dit ça, moi je suis curieux d'envoyer à M. Magnan quelqu'un qui me dit on va vous avoir pourriture, le gouvernement va changer, on va vous faire disparaître de notre... j'ai du mal à voir quel genre de communication je peux avoir cette personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et si on prend par exemple l'exemple des Juifs dans les années 30, il y a eu des théories du cinquième pilier juif, du complot juif, qui voulait absolument, donc les riches, et d'ailleurs il y a encore ces théories-là qui traînent un peu partout, même y compris chez les minorités musulmanes, malheureusement, donc que c'est des riches hommes d'affaires qui achètent tout, qui décident de tout, etc., et que donc ils font s'en débarrasser. Et cette parole-là haineuse, qui existait aussi d'ailleurs au Québec, n'est pas quelque chose, je pense, de très positif pour une démocratie. Alors je ne dis pas que c'est à cause de ça seulement qu'il y a eu un massacre absolument innommable durant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est évident que ça jouait un rôle pour qu'il y ait ou bien de l'action directe ou au minimum de la complicité. On l'a laissé faire des choses absolument atroces. Aujourd'hui, il y a des théories qui ne sont pas les mêmes exactement, mais qui se rattachent à ça, où on essaye de faire croire aux Québécois qu'un 3% de musulmans est dangereux pour le Québec, qu'il y a parmi donc des gens puissants qui seraient financés de l'étranger et qui sont capables même de vous changer les lois et d'imposer la charia au Québec
Québec, etc. Bon, n'importe la censure ou la censure. La personne raisonnable, donc évidemment, ne devrait pas penser que le 3% de musulmans est capable d'imposer la loi islamique au Québec. C'est pas raisonnable. Mais il y a des gens effectivement qui n'ont pas accès à des informations fiables ou à des communautés elles-mêmes et qui ne se fient que dans ces pages-là et qui malheureusement pensent ça. On sait aujourd'hui qu'il y a eu un sondage, on a demandé aux Québécois combien vous pensez qu'il y a de musulmans, ils pensent qu'il y en a 20%. 20%. Alors évidemment... À Montréal, il y en a combien de musulmans à Montréal? Évidemment que si... Le pourcentage à Montréal, à peu près 15%. Il est à peu près de 10, ouais, mais 10 ou 15, ça change rien. 10 c'était selon le census de 2011. Oui, ça change rien. La question, c'est qu'il y en a 3% au Québec et 97% d'autres choses. Écoutez, le 97% gagnera toujours en démocratie, vous comprenez? Je vais juste dire ici, ce qui arrive, lorsqu'on regarde d'une perspective globale, on a un phénomène de l'islam politique, d'accord, global, qui est pétrofinancé, qui se manifeste par exemple par... un instant, je vais juste... C'est ce que j'appelle des théories des complots. Non, un instant, soyons sérieux. Poste de paye, on applique une méthode empirique, on n'est pas du tout dans la théorie du complot, d'accord? Donc ici, si on a par exemple l'Arabie Saoudite, d'accord, on a le Qatar, par exemple, qui finance les frères musulmans, on a la République islamique d'Iran, qui finance par exemple le Hezbollah, différentes milices, communistes qui perpètrent des massacres en Irak puis en Syrie, on a des idéologies djihadistes qui se répandent dans les médias sociaux, etc. On a la confrérie des frères musulmans. Je comprends. Un instant. Donc ici, on a... pour 3% de population. Un instant. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, ensuite, j'ai une question pour vous. D'un côté, on a l'islam politique, d'accord, qui est très très fort, très très puissant. On le voit se manifester. D'autre part, on a ici des musulmans qui veulent s'opposer comme minorité et dont il faudrait protéger la foi, qui se plaignent sans cesse, qui sont l'objet de haine, et qu'il faudrait maintenant, les groupes par exemple, le Forum musulman canadien, votre association des musulmans et des arabes pour la laïcité, le Conseil musulman de Montréal veut une loi qui va pour bâillonner le discours au Québec, pour restreindre la liberté d'expression. Et ça, moi, ce que je dis, c'est que ça ne va qu'amplifier les théories du complot dont vous parlez. Vous comprenez que c'est déjà votre manière de présenter les choses qui les amplifie. C'est pas eux qui demandent ça. C'est la Commission des droits de la personne qui, elle, fait un constat qu'il y a de la haine dans la société. Vous les soutenez? La demande vient de la Commission, premièrement. Deuxièmement, encore une fois, les théories, justement, comment vous expliquez que quand vous partagez une vidéo, qui on s'entend, vous savez aussi bien que moi que je ne suis pas dangereux pour le Québec. Je vous considère dangereux, moi. D'accord. Donc, vous me considérez dangereux. Comment vous comprenez, vous, que quand vous partagez une vidéo de moi, il y a à peu près un message sur 3, je ne voudrais pas exagérer, un message sur 3 qui demande ma déportation, qui demande de me couper la langue, qui demande, etc. Comment est-ce que vous voyez l'influence que vous avez sur les gens qui vous suivent? Est-ce que vous pensez qu'il y a une conséquence par rapport à votre travail, par rapport au fait que les gens voudraient me déporter alors que je suis un simple travailleur qui milite contre le racisme au Québec? Expliquez-moi. La mission de Poste de veille, d'accord, c'est de cartographier les groupes islamistes qui sévissent au Québec, d'accord? Si je fais bien mon travail... Vous savez bien que nous, on n'est pas un groupe islamiste. Oui, je sais très bien, vous n'êtes pas un groupe islamiste. Donc comment vous expliquez les messages de haine? Parce qu'on ne peut pas quand même les nommer autrement. Vous voulez bâillonner le discours au Québec. Et donc vous trouvez normal que le fait qu'on participe à une commission parlementaire, qu'on reçoive des messages de haine, dès qu'on poste quelque chose dans votre site? Les Québécois n'ont jamais eu la langue dans leur poche, d'accord? Et ce que je veux dire, mais je ne trouve pas du tout normal l'incitation à la violence. Maintenant... Mais quelle est votre responsabilité? Est-ce que vous en avez une ou pas par rapport au message qu'il y a en dessous des vidéos que vous postez? À chaque fois, par exemple, que des gens essaient de créer des amalgames entre, disons, musulmans, terroristes, comme M. Frémont disait, vous n'êtes pas conforme à nos valeurs, donc quittez chez nous. Moi, je fais toujours les différences entre les différents groupes islamiques. Oui, vous, oui. Et bien, moi, j'ai beaucoup de travail d'éducation à faire à cet effet-là. Et si vous me laissez faire mon travail, moi, je vais pouvoir être un vecteur, d'accord, de compréhension de ce qui se passe, de faire des différences. Une différence que vous ne faites jamais, vous, M. Boisy, entre les groupes islamiques, les groupes musulmans et les islamistes. Donc nous autres, on fâche pas, je ne suis pas fâché. On va prendre une pause publicitaire pour réduire l'attention et je reviendrai avec Maître HD. Je vais poser la question avant la pause. On a vu aujourd'hui, juste à l'instant, un débat de société.
en tant qu'avocat ou en tant que quelqu'un qui vient du milieu du droit, peut-être vous aurez proposé une solution juridique. Je veux bien vous entendre comment on peut résoudre ce genre de conflit dans la société. Le Québec fait face à ce débat. Il y a eu le débat des accords non raisonnables, il y a eu le débat de la charte aussi. Aujourd'hui, ces deux débats sont derrière nous, mais en réalité, leurs effets sont encore là. Ça serait quoi comme solution, surtout que vous avez une position donc, contre ce projet de loi. Donc, ça serait quoi la solution pour adresser cette problématique de ce débat dans la société? Une pause publicitaire et on revient. جيتو ضيافين حير في طيابي قال لي راجلي تبعي صوابي قلت له جريد وكيدقدق بابي قال لي مع بوشخير خير ما الحير قلت له سير بعدها فاضل خير من عند بوشخير خير جاب لي الكتير واش من كفته متبته وبيوند ماريني كاع ما تعييني مرقاس البوف بولي انيو فو وكل شي هوابو بوشير الخير لحمه بنين وفي الجوده متين وفي السيرفيس في الحين 4 places pour vous servir. Montréal 300 rue Jean Talon Est, Ville-la-Salle 428 avenue La Fleur, Laval 1550 boulevard Daniel Johnson, local 106 à côté de Saint-Mifruit. Saint-Michel 8200 19e avenue, coin Jarry à côté de Saint-Mifruit. Téléphone 450 687 1777. 17 la semaine 24 août à la boucherie Jarry. Épaule d'agneau du Québec frais, 5,45$ la livre. Semoule de rhum 4 kg à 6,49$. Cuisse de poulet 1,80$ la livre. واش بيك مرونه؟ وياي راني دايخه مع هاد لي زاجونس دو فواياج. انا مع لاجونس كلاسي راني مريح راسي، مختصين في السفر الى كل البلدان العربيه وخاصه المغاربيه، المغرب الجزائر وتونس والحج والعمره. والبلايص موجودين؟ البلاصه عند كلاسي مضمونه. جديد كلاسي بوينت فيديليتي. Pour tout achat de nos services, billets d'avion, hôtel, location de voiture, vous gagnez des billets qui vous offrent des coupons de récompense. Consultez notre site classitravel.ca pour plus d'informations. Agence Classique vous reçoit dans ses nouveaux bureaux au 150 boulevard Côte-Vertu, suite 201, coin Lebeau, Ville-Saint-Laurent. Stationnement intérieur disponible. Agence Classique au 514 448 0788. مع فواياج كلاسي تهنى راسي. تونس الحب، تونس في القلب، تونس الحب. واخيرا ستهب رائحة الياسمين التونسي الفواحة على مونتريال. تستدعاكم لاسوسياسيون دي تونيزيان وزاميري لاتيا لحضور مهرجان الياسمين التونسي هذا السبت 29 اوت في بارك أنري جوليان مونريال. مهرجان متنوع وفريد من نوعه، برشا جو تونسي والتراث التونسي ورقص فولكلوري ومأكولات تونسية، ترفيه للكبار والصغار. برشا فئات وهدايا قيمة، منها 3 تذاكر سفر لتونس وإقامة في نوت. إذا مرحبا بكم انتوما واصحابكم باش نعملوا مع بعضنا برشا جو. Ce samedi, venez fêter avec nous dans une ambiance aux couleurs et aux saveurs tunisiennes au parc Henri Julien, 9300 rue Saint-Denis, de 10h du matin jusqu'à 23h. Entrée gratuite pour tout le monde. أيا مالا سيف شريك وجبتك البارك أونري جوليان السبت هذا 29 أوت. صباح الخير، صافي لونطون، واش تسكني هنايا؟ لا، جيت لديجاردان. الوغ كاش هيبوتيك؟ وي، ليبوتيك نتاعي في المغرب. واش دخل ديجاردان مع المغرب؟ لا، خصاتك معلومة مهمة، ديجاردان ضد اتفاقية مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، سمح لك باش تحول الفلوس غير $7 وتقدر تحول $2500 بار جور. المشكلة أنا الكونت تاعي مع البنك الشعبي. البنك الشعبي بحال ديجاردان ماضية اتفاقية ثانية مع البنك الشعبي. Le partenariat entre Desjardins et les banques marocaines BMCE et Banque Populaire vous permet de transférer votre argent au Maroc en toute sécurité à moindre coût. حاب نديرو permis ou vous voulez perfectionner votre conduite. École de conduite La Courtoisie est à votre service. L'école de conduite Courtoisie, prix très abordable, flexibilité de paiement, flexibilité des horaires. École de conduite Courtoisie vous offre des cours théoriques et pratiques, cours de perfectionnement, location d'auto pour examen de la conduite à la SAC. École de conduite Courtoisie au 68 boulevard Quartier Ouest, Laval, pas très loin de métro Quartier, ou le parking gratuit. Pour nous contacter, 450 238 1233 450 238 1233. تبارك الله عليك، هاد المرة كسكس فورفور. والله نفس اللي بعمله كل مرة. لحظة هالمرة استعملت كسكس زندا. سي بور سا بنين.
كي تستعمل كسكس زنده الطعام يخرج هايل. اما حكانا دي 100% احسن طبع في العالم. كسكس زنده نوعية ممتازة وبيكون جاهز خلال 5 دقائق بس. ممكن استخدامه للطبخ او السلطة مع تشكيلة كبيرة من كسكس زنده ريجولير او بنكهات متعددة. كسكس زنده بدون منازع هو مزيان لانه محضر بالحب والامان. متواصلين معكم على موج 1450 عام فريق ميديا مغرب اليوم حصه خاصه une émission spéciale autour du projet de loi C59 avec nous maître Habib Rachidi, Haroun Bouazizi de l'association des musulmans et des arabes pour la laïcité, Philippe Magnon, administrateur de poste de veille. J'avais posé la question à maître Rachidi juste avant la pause. On a vu un débat entre M. Bouazizi et M. Magnon sur la définition de la liberté d'expression, la haine, la discrimination, la responsabilité aussi d'un blogueur par rapport à son discours, par rapport à comment il va être perçu pour des gens peut-être qui ne maîtrisent pas le contenu de façon profonde. D'après vous, vous êtes contre ce projet de loi sur sa partie, bien sûr on parle de la partie donc discours haineux, ça ne veut pas dire que vous êtes avec faux discours haineux comme vous l'avez précisé, mais vous pensez qu'on a d'autres moyens de le faire. Mais ce genre de débat dans la société, le débat sur la charte, le débat sur les accommodements, d'après vous, ça serait quoi la façon de résoudre le problème d'une façon harmonieuse et en fait appliquer le principe québécois d'une révolution tranquille? Moi, je crois qu'il faut complètement débarquer la sphère politique de ce débat-là. Le problème qu'on constate ces temps-ci, malheureusement, c'est que nos politiciens ont tendance à instrumentaliser les débats de manière politique, de manière douteuse. Et ces temps-ci, on aime ça casser le sucre sur le dos des musulmans. J'aime bien cette phrase de Camus qui vient dire que la démocratie, c'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Et puis, c'est qui le garant de cette démocratie-là? C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Et ça, je sais que c'est un mot qui est répété souvent ces temps-ci, mais je vais expliquer c'est quoi l'état de droit. L'état de droit, c'est tout simplement, c'est d'encadrer et limiter le pouvoir de l'État par des normes qui sont juridiques. Alors, je vous donne un exemple. La raison pour laquelle ce projet de loi-là, en tant que juriste, je m'y oppose, et la raison pour laquelle, à mon avis, il ne passera jamais le test de la constitutionnalité, c'est qu'il y a un tribunal, qui est la Cour suprême, qui a dégagé des normes qui visent à justifier ce qu'on appelle la violation d'un droit fondamental. Donc, à chaque fois que le gouvernement veut mettre de l'avant un projet de loi qui a pour effet de restreindre ou de violer un droit fondamental, comme la liberté d'expression actuellement, il y a un test à passer. Le premier test, c'est est-ce qu'il y a un besoin réel et urgent? Est-ce qu'il y a quelque part une menace donc, que je n'ai pas vu passer? Est-ce qu'il y a une menace actuellement en termes de sécurité pour les musulmans? Est-ce qu'il y a une étude? Est-ce qu'il y a un rapport qui a été déposé là-dessus? La réponse est non. La deuxième des choses, est-ce que l'atteinte, elle est minimale? C'est-à-dire, est-ce que l'atteinte à ce droit-là, elle est minimale? Elle est minimale, et puis la réponse, encore une fois, c'est non. Parce que l'atteinte, elle est grave ici. J'ai parlé tout à l'heure des listes de dénonciation anonymes, le fait de pouvoir empêcher quelqu'un de diffuser avant même qu'il diffuse, en fait, les listes de divulgation, comme un registre pénal, l'atteinte, elle est grave. Et puis, bon, il y a les autres critères. Est-ce que l'approche, elle est proportionnelle à l'opération? Et puis, la dernière des choses, c'est le lien rationnel entre l'objectif qui est visé et puis la mesure qui est entreprise. Alors, ça, là, c'est une application de ce qu'on appelle l'état de droit. C'est les normes juridiques qui viennent à remettre le gouvernement en sa place. Et le problème, c'est que nos politiciens actuellement sont en train d'instrumentaliser plusieurs débats. On l'a vu avec la Charte des valeurs. Je me suis opposé contre la Charte des valeurs du PQ pour les mêmes raisons pour lesquelles je m'oppose aujourd'hui à ce projet de loi-là, parce que l'atteinte est injustifiée et il n'y a pas de besoin réel, il n'y a pas de besoin urgent d'agir là-dedans. Laissons les tribunaux gérer ça. Et je vais te faire, là, pour répondre directement à votre question, ce qu'on devrait faire, c'est la chose suivante. Au lieu là, de débloquer des fonds
pour créer justement un mécanisme de plainte anonyme au sein de la Commission des droits de la personne. Armons-les avec plus d'effectifs pour lutter contre la discrimination à l'embauche, l'accès à l'âgement. C'est ça le problème actuellement avec la communauté musulmane, c'est la discrimination systémique à l'embauche. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Pendant qu'on discute de projets de loi futiles comme celui-là, on ne s'attaque pas au vrai problème. Farah Boisé, un bon point, connaissant vos positions sur la question de la discrimination à l'emploi, est-ce que vous ne considérez pas que ce que Maître Rachidi a dit maintenant est beaucoup plus pertinent, au lieu de faire une loi qui va créer peut-être un climat juridique beaucoup plus cristallisé? Pourquoi ne pas se mettre la main dans la main pour adresser les vrais problèmes qui sont la question de la discrimination à l'emploi? Absolument. Alors, d'abord, deux choses. Premièrement, je vais retomber dans un environnement normal où on est d'accord, parce que c'est à notre habitude plutôt d'être d'accord. Concernant la commission, on a fait la demande justement au gouvernement, en commission parlementaire, d'augmenter ses effectifs, parce qu'effectivement, elle n'est pas capable aujourd'hui de répondre à la demande claire. Il faut 1 an pour répondre à des questions de discrimination. Le problème, c'est quand même, d'accord, on n'a pas de chiffres, mais une des raisons, c'est parce que les choses qui se passent sont légales. Et la commission a fait la demande parce qu'elle recevait beaucoup de demandes de prendre action devant des choses et qu'elle n'était pas capable aujourd'hui de prendre action. Et c'est pour ça qu'elle a fait cette demande-là au gouvernement. Sur la question de la politisation, évidemment, on tend à être d'accord, étant donné que la question de la charte, par exemple, est très politisée, la question de C51 aussi. Ayant dit ça, je pense, et moi, je veux dire, les gens qui me connaissent personnellement savent que je ne suis pas libéral, je ne suis pas membre du Parti libéral et je n'ai pas d'allégeance libérale plus que ça, mais je pense que sur ce projet-là, particulièrement, je pense qu'il a été courageux en fait, parce que effectivement, les minorités qui sont les plus agressées sont les minorités musulmanes, et c'est un projet qui évidemment va servir après... Ça c'est faux. D'après les données de Statistique Canada, les minorités les plus agressées sont les communautés juives. D'accord. Bon, vous pouvez penser que c'est faux. Moi, je vous dis que c'est vrai. Alors, il y a des bonnes... Quelle base, sur quelles études? Il y a des bonnes raisons. Quelles études? Bon, alors... Au niveau de l'emploi, on parle au niveau de l'emploi? Bon, au niveau de l'emploi, il y a plus de discrimination envers... Il y a une étude de Polite au niveau de l'emploi qui est assez... Et puis, il y a aussi la question de l'organisation. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas porter plainte. Il y a des gens qui ne portent pas plainte. Et donc, les chiffres qu'on a sont très minimes par rapport aux immigrations les plus récentes qui connaissent moins bien le système. Maintenant, ayant dit ça, je pense qu'elle est justement plutôt courageuse parce que, comme on peut voir, ça sert beaucoup à protéger la minorité qui est la plus agressée aujourd'hui, qui est le 3% de musulmans. Et donc, en général, quand on politise des débats, c'est plutôt pour servir l'extrême majorité qu'une petite minorité. Maintenant, je suis d'accord que malheureusement, de toute façon, dès qu'il y a le mot musulman dans n'importe quel débat, ça tourne mal, on le voit tout de suite. Et d'ailleurs, j'admire la cohérence de M. Rachidi parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas cohérents du tout, qui aujourd'hui sont totalement contre la loi parce que la liberté d'expression est quelque chose de religieux, que c'est hyper important. Et puis, il y a seulement 6 mois, ils étaient totalement contre la liberté d'expression religieuse, justement, où on n'avait pas le droit d'avoir une kippa ou un foulard sur la tête. Et là, évidemment, on comprend bien le manque de cohérence. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si M. Magnan était contre la charte ou pour la charte à l'époque. Dans un premier temps, je voudrais juste que les gens réalisent à quel point le projet de loi 59 est invasif et puis très, très coercitif. Si moi, par exemple, j'étais sous enquête par la commission, qu'est-ce qui arriverait en pratique? Eh bien, il y a une disposition du projet de loi, l'article 8, qui donnerait des pouvoirs à la commission de demander au tribunal de m'empêcher de publier, de retirer de la circulation tout mon travail que j'ai fait depuis plusieurs années, de m'empêcher d'avoir une page Facebook, un compte Twitter, d'accord? Et puis, on l'a vu dans les autres provinces, il y a plein de plaintes futiles, vexatoires, qui ont été reçues. Même lorsque... Donc vous avez peur de propager la haine. Concrètement, vous pensez que vous propagez la haine? Absolument pas. Alors pourquoi vous avez peur de la loi? Expliquez-moi pourquoi vous avez peur de la loi. Je vais vous dire exactement, parce que vous-même, vous l'avez dit, que bien que moi, que le discours que je tienne et que les billets que j'écrive ne soient pas du tout haineux, d'accord? Vous dites... C'est pas grave. Non, la question, vous êtes un instant, je réponds à votre question. Vous êtes responsable des effets. Vous répondez pas à ma question. La question, c'est est-ce que vous propagez la haine? C'est pas est-ce que vous êtes haineux, c'est est-ce que vous propagez la haine? Est-ce que vous pensez que vous propagez la haine? Écoutez 2 secondes.
Absolument pas. Bon, bah, c'est réglé? Non, pas du tout. Soyez avec nous contre la haine. Monsieur Boisier, soyons sérieux. Oui. Vous dites les effets de vos travaux. Est-ce que ça propage la haine? Propage la haine. Ça, c'est ce que vous alléguez. C'est pas ce que moi je dis. Moi, je pose la question. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il faut lui laisser la parole pour qu'il puisse terminer. Soyons sérieux. Ce que je veux dire ici, c'est que vous dites, peu importe que tes publications ne soient pas haineuses, peu importe que ce que tu dis soit vrai, les effets engendrent la haine, c'est-à-dire des partages, des commentaires d'autres personnes qui ne sont pas du tout sous mon contrôle propre. Donc vous voudriez, par exemple, que moi, je perde complètement ma liberté à m'exprimer, d'accord? Parce qu'il y a d'autres personnes qui partagent mon travail avec des commentaires haineux ou qui commentent mon travail ailleurs que sous ma sphère immédiate de contrôle. Philippe, tu n'as pas compris. Regarde, j'ai deux questions pour toi. La question c'est, est-ce que tu es capable de travailler sans propager la haine? Et si tu penses que tu ne propages pas la haine, tu n'as pas à avoir peur de la loi. Deuxième question, je suis curieux de savoir quelle était ta position sur la charte. Juste une question, vous dites que moi je suis responsable des partages. C'est pas ça que je dis, je t'ai posé une question. Sur votre page à l'Association des musulmans et des arabes, vous avez mis en relief des gens qui ont partagé mon post, une vidéo par exemple, et là vous allez pointer, voilà, des commentaires mal polis ou des commentaires haineux, pas mal polis. Agressifs. La déportation, c'est pas mal poli. C'est une opinion politique, ça. La déportation. Il faut me déporter, c'est une opinion politique. C'est une opinion politique. Moi, je trouve ça haineux. Je pense que si je peux me permettre d'intervenir. Mais mon seul point, c'est que vous voulez me punir pour des effets autonomes à mon propre discours et à mon propre tout le monde peut travailler, toute personne ici autour de la table est capable de travailler sans propager la haine, vous y compris. Et si vous pensez que vous ne propagez pas la haine, vous n'avez pas à avoir peur de la loi. Je vais poser une question que j'ai oublié de poser au départ. Non, mais c'est important parce que c'est en relation avec votre débat. On fera un tour de table. C'est quoi le discours haineux pour vous? Parce que ce que je vois ici, ce qui ressort, c'est la définition réellement, est-ce que le discours est haineux ou non? Donc on fera un tour de table. D'après vous, Haroun par exemple, quel serait le discours haineux que tu considères que la loi est venue éliminer de la société? Bien sûr, par rapport à M. Magnan, la question que je poserais, c'est que qu'est-ce qui est dans votre travail qui risque d'être interprété par étant un discours haineux, sachant que vous ne le considérez pas comme un discours haineux, pour un petit peu distinguer à travers des exemples. Et bien sûr, on reviendra avec Maître Rachidi par rapport à ce point, d'un point de vue juridique. Aujourd'hui, est-ce que le projet de loi définit clairement ou non le discours haineux? Haroun, qu'est-ce que tu considères comme étant discours haineux que tu dois considérer que la loi ou une autre loi doit venir éliminer de la société à travers les réseaux sociaux, à titre d'exemple? La question c'est, et là je vais rejoindre encore les décisions de la Cour suprême, c'est tout discours qui déshumanise, qui infériorise une minorité vulnérable et qui crée de la haine ou de la violence contre cette minorité devrait être interdit. Ça laisse de la place évidemment à toute critique, ça laisse même de la place à la haine. C'est-à-dire que tant et aussi longtemps que ce que tu dis est haineux, mais qui n'a pas comme conséquence. Donc si, je vous donne des exemples, c'est un peu comme la diffamation, c'est-à-dire que tu peux diffamer quelqu'un, si tu es suivi par 100 personnes sur Facebook, il ne se passera rien. Si tu es suivi, si tu es un homme connu et que tu as diffamé quelqu'un devant 100 000 personnes, tout d'un coup il y a des conséquences. C'est la même manière, c'est-à-dire qu'on peut même être haineux sans être touché. La question c'est, est-ce qu'il y a une conséquence dans la société par rapport à ça de déshumanisation, d'infériorisation? Et la Cour suprême nous dit que le seul principal but de cette limitation, c'est la lutte contre les discriminations systémiques. C'est ça qui est important. Je vais te donner un exemple parce que je voudrais comprendre ton point de vue. Je suis un étudiant au doctorat en sciences des religions. Je développe une expertise à comprendre une religion X pour ne pas toucher aucune religion, donc une religion X. Les bouddhistes. Non, une religion X. Je fais une analyse sur un rituel en particulier et je fais plusieurs articles sur mon site internet dans lequel je critique ce rituel par rapport à son impact sur la santé des enfants ou sur le statut de la femme. C'est un peu à la limite de ce que tu as expliqué parce que si je tape le marteau d'une façon successive en disant que ce rituel c'est inacceptable, ce rituel va toucher parce qu'on interdit de prendre des œufs pour les enfants, donc tout ce qui est protéines est interdit, je te donne un exemple comme ça, tout ce qui est protéines est interdit, donc il y a un risque qu'après en mode croissance,
Ça peut être un problème si un enfant, pendant toute sa croissance, ne prend pas de protéines. Et là, quelqu'un qui est loin, qui n'a pas les mêmes outils académiques pour comprendre ce que tu es en train d'expliquer, pourra rendre des humains les porteurs de cette religion. Est-ce que je tombe dans ton discours haineux ou non? La question, c'est quelles sont les conséquences. Et la réponse est, est-ce que la personne est raisonnable? Moi, évidemment, je ne suis pas juré. Je peux te dire que moi, si je suis la personne raisonnable, je pense que non. Par contre, si je fais des appels à la déportation, expliquer que c'est des sous-hommes, des rats, etc., parce qu'ils ont telle pratique religieuse, à ce moment-là, effectivement, il y a appel à la haine. Une réaction par rapport à... Bon, les appels à la déportation, ça c'est une opinion politique. Puis lorsque, par exemple, si disons, j'écris un post à propos, par exemple, de la confrérie des frères musulmans, ou bien, par exemple, j'écris un post sur les massacres, des massacres de Daesh, ou des massacres par le régime génocidaire de Bachar, puis que là, il y a des gens qui disent que ce sont des rats, d'accord? Il faut toujours mettre ça en contexte. Ils ne parlent pas, par exemple, des musulmans lambda qui se promènent sur la rue à Montréal, d'accord? Donc, il faut mettre les choses dans le contexte. Philippe, regarde, si tu es convaincu que ce que tu fais n'engendre pas la haine, il n'y a pas de problème. Écoute, tu as dit toi-même tantôt. Et ça, c'est mon opinion, mais toi, tu as l'air sûr de toi, là. Tu as dit toi-même tantôt. Ben, first, la semaine passée, tu as publié 2 articles sur Poste de Veille, d'accord? La semaine même où tu as demandé en commission parlementaire de censurer les réseaux sociaux que tu avais qualifiés comme étant un Far West et qu'il fallait policier, d'une part. D'autre part, tu as dit toi-même que l'important n'était pas même l'intention de la personne, mais les effets, d'accord, qui se propagent. Or, ces effets sont tout à fait autonomes de moi. Et toi, tu sais très bien que la loi est invasive et très punitive, mais ça ne t'empêche pas du tout de pouvoir procéder. Juste après la pause publicitaire, on reviendra avec Maître Rachidi pour nous parler de la haine dans ce projet de loi. Est-ce qu'elle est bien définie? Et aussi, est-ce qu'elle est bien définie dans d'autres textes de loi au Québec et au Canada? خبر عاجل وهايل. الجزيرة الكبيرة. بولفار تيمنس في سان لورون فتح جديد المطعم. المطعم؟ وش فيها مهم؟ في مطعم الجزيرة عنده الحوت. إذا كليت بكل شوق تزيد وتذوق. مطعم الجزيرة الحوت بايع بالجودة صانع باللبن ما شايع ومن عنده تخرج شابع. مطعم الجزيرة لسنا الوحيدون ولكننا المتميزون. مطعم الجزيرة ريستورون اي بواسونري كويزين ميديتيرانيان au 1904 boulevard Tiemens coin Marcel Lorrain ville Saint-Laurent 514 745 3304 514 745 3304 restaurant Jazira livraison gratuite. تونس الحب تونس في القلب تونس الحب. واخيرا ستهب رائحة الياسمين التونسي الفواحة على مونتريال. تستدعاكم l'Association des Tunisiens aux Amériques l'ATA لحضور مهرجان الياسمين التونسي هذا السبت 29 أوت في بارك أنري جوليان مونريال. مهرجان متنوع وفريد من نوعه، برشا جو تونسي والتراث التونسي ورقص فولكلوري ومأكولات تونسية، ترفيه للكبار والصغار. برشا مفاجآت وهدايا قيمة، منها 3 تذاكر سفر لتونس وإقامة في نوز. إذا مرحبا بكم انتوما واصحابكم باش نعملوا مع بعضنا برشا جو. Ce samedi, venez fêter avec nous dans une ambiance aux couleurs et aux saveurs tunisiennes, au parc Henri Julien, 9300 rue Saint-Denis, de 10h du matin jusqu'à 23h. Entrée gratuite pour tout le monde. أيا مالا سفساليك وجبتك البارك أونري السبت هذا 29 أوت. وش بيك مرونة؟ ياي راني دايخة مع هاد ليزاجونس دو فواياج. أنا مع لاجونس كلاسي راني مريح راسي مختصين في السفر إلى كل البلدان العربية وخاصة في المغاربية، المغرب الجزائر وتونس والحج والعمرة. والبلايص موجودين؟ البلاصة عند كلاسي مضمونة. جديد كلاسي بوينت فيديليتي. Pour tout achat de services, billets d'avion, hôtel, location de voiture, vous gagnez des billets qui vous offrent des coupons de récompense. Consultez notre site classytravel.ca pour plus d'informations. Agence Classy vous reçoit dans ses nouveaux bureaux au 150 boulevard Côte-Vertu, suite 201, coin Lebeau, ville Saint-Laurent. Stationnement intérieur disponible. Agence Classy au 514 448 0788. مع فواياج كلاسي هنا راسي.
Quand le Maroc s'invite au Québec, c'est une célébration de la diversité, du partage et du vivre ensemble. Culture, musique, débat, coup de cœur, art et tradition, histoire et patrimoine, et bien plus encore. Une programmation diversifiée vous attend sur Mabi TV, la télévision des Marocains, des Maghrébins, des Africains, du Canada et de l'Amérique du Nord. À partir du 22 août, retrouvez-nous chaque soir de 20h à 21h. Sur Vidéotron Illico, canal 16 et 616, PL Fibre, canaux 216 et 1216. En hertzien sur le canal 47.1. Mabi TV, la télé qui nous ressemble, la télé qui nous rassemble. هاد الايامات الدخول المدرسي ولكن العقل السليم في الجسم السليم. YMCA Cartierville vous offre l'environnement idéal pour les activités sportives de la famille. كبير وصغير YMCA Cartierville offre des activités sportives diversifiées, piscine intérieure, conditions physiques, cours de natation, soccer intérieur et des activités de yoga. Prix abordable avec possibilité de réduction pour les familles de faible revenu. YMCA Cartierville, très accessible, métro Côte-Vertu, bus 64. YMCA Cartierville au 11 885 boulevard Laurentien. Quoi? Le Huitbourg. Pour un essai gratuit, téléphonez au 514 313 1047 pour obtenir plus de détails. Dépêchez-vous, cette offre d'essai gratuit prend fin le 31 octobre 2015. Bonsoir, donc nous sommes donc on arrive à la fin du débat. Je rappelle nos invités, Maître Habib Rachidi, Haroun Bouazid Lamel et Philippe Magnon de Poste de Veille. On y va avec Maître Rachidi par rapport à la question de la haine. Est-ce qu'elle est bien définie dans le projet de loi? En fait, elle n'est absolument pas définie, nullement. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, sortir le débat de la sphère politique, c'est certainement pas les... Donc c'est un peu un chèque à blanc, là. Absolument. En fait, non. Il y a quand même les enseignements de la Cour suprême là-dessus. Dans la décision, je pense que c'est la décision Keekstra. Ce qu'on avait dit, c'est que la haine, en fait, c'est très difficile de définir la haine. C'est ce que le juge Dixon a dit dans cette décision-là. Mais par contre, il a tenté d'en donner la définition. C'est vraiment une émotion qui est tellement intense et extrême qu'elle s'associe à vraiment de la vilification et de la détestation. C'est ça que je veux faire comprendre à la population. L'appel à la haine, c'est quelque chose d'extrême. C'est quelque chose qu'on entend rarement. Moi, j'écoutais le débat tout à l'heure entre M. Boisy et M. Magnan. Je pense que, je ne veux pas, naturellement, tu me corrigeras, Arun, si je me trompe, mais je pense que dans le fond, ce que M. Boisy reproche M. Magnan, c'est que, moi, je crois que vous ne faites pas d'appel à la haine directement, mais je pense que par l'entremise de votre œuvre, c'est-à-dire postedeveille.ca, vous contribuez à répandre un mythe et accorder de la crédibilité à un mythe qui est à l'effet qu'il y a une menace islamiste et terroriste imminente ici au Canada. Alors vous contribuez à cette illusion-là que plusieurs Québécois ont dans le moment, ce qui est malheureux parce que lorsqu'on rentre dans votre site Internet, l'essentiel de l'œuvre, elle est assez négative. Et on est coupable par association. Par exemple, si moi je vais, par exemple, m'asseoir dans une prêche de mon client, M. Cheoui, automatiquement, on va faire une association entre moi et les enseignements de M. Cheoui. Je pense que c'est plutôt ça qui est déplorable dans votre œuvre. Mais pour répondre à la question, je ne pense pas que vous faites appel à la haine. Je crois, par contre, que plusieurs personnes qui vous suivent ont des commentaires, peut-être pas haineux, mais ont des commentaires racistes et islamophobes. On va faire un dernier tour de table, donc on va commencer avec M. Magnon. Ça vous permet de nous donner, donc, de répondre de réagir par rapport à ça, et aussi de donner votre point de vue général sur le projet de loi. Je vous remercie beaucoup pour votre critique. Donc, non, le fait, par exemple, d'être assis à un prêche de M. Cheoui, ça fait, jamais je vais faire des culpabilités par association. Cependant, si sur un réseau social, par exemple sur Facebook, vous relayez par exemple Anwar El-Haki, comme il y en a beaucoup, par exemple des jeunes émules de Hamza Cheoui qui l'ont fait, ou bien par exemple qui font l'éloge du martyr. Là, ça c'est intéressant. Au niveau éthique, je peux vous dire que jamais je vais mettre sous la sellette, sous poste de veille, des jeunes qui suivent par exemple Hamza Cheoui, si eux-mêmes, ces jeunes, n'ont pas pris la parole en public. Je ne l'avais fait qu'une seule fois avec Mohamed Rifaat, qui par la suite est parti en Syrie. Je l'avais exposé sur Facebook en novembre 2014 parce que lui, ses propos étaient vraiment, vraiment extravagants. Puis il se distinguait d'entre plusieurs jeunes qui suivent les enseignements de M. Cheoui par un fanatisme et un militantisme très, très intense. Donc non, il n'y a pas de culpabilité par association. Je tiens aussi à dire que j'ai toujours essayé de rencontrer les gens à propos desquels j'écris, et très rares sont les gens qui ont accepté de me rencontrer, avec l'exception par exemple de M. Foura
et ici de M. Bouazi. Donc, moi, la problématique, ce qui m'inquiète beaucoup avec cette loi-là, cette loi-là Bayon, c'est que dans le travail que je fais, c'est d'exposer des groupes qui font de la politique, en fait, comme par exemple l'Association musulmane du Canada, ou d'autres groupes que je ne vais pas nommer ici, mais qui sont rattachés à des infrastructures internationales islamistes, soit qui remontent par exemple à la République islamique d'Iran, ou soit qui remontent par exemple à la Confrérie internationale des frères musulmans. Mon objectif ici, moi, c'est de bien cartographier les réseaux, puis de bien documenter les événements. D'accord? Et ce qui arrive avec cette loi-là, c'est que les islamistes essayent de se cacher, si on veut, sous une identité musulmane, se présenter comme une minorité vulnérable, alors que d'autre part, ce sont des organisations avec un agenda politique. J'ai pas peur que le Québec ne se transforme en État islamique. C'est important de spécifier des fois. Je dis cependant qu'ils créent des écosystèmes, par exemple à Montréal-Nord, des écosystèmes vraiment qui vivent dans une écologie inféodée par l'idéologie de Khoméiniste, où on voit à Pierrefonds aussi ou ailleurs, des gens dont la vie de tous les jours est régulée, si on veut, par l'idéologie de la confrérie. Alors à ce moment-là, ils constituent une menace à eux-mêmes, à leur mode de vie, à leurs enfants. Moi, ce que je veux documenter, d'accord, ça ne va pas nécessairement se propager à la communauté musulmane dans le sens large ici au Québec. Moi, je fais toujours les distinctions. Puis si je fais bien mon travail, il n'y aura pas d'amalgame du tout qui vont se faire entre un musulman démocrate. C'est ce que je souhaite. La dernière chose que je tiens à dire, c'est que d'emblée, je me situe j'applique les prescriptions de Fatima Ouda Pépin, dont je me réclame. C'est une très mauvaise référence. Je n'en suis peut-être pas digne, mais moi je la considère comme quelqu'un de très très noble et d'important, qui dit qu'il faut toujours conjuguer les musulmans au pluriel. Et si je fais bien mon travail de cartographie des différentes sectes islamistes... Elle a un agenda politique à vendre, par exemple. Il n'y aura plus d'amalgame qui vont se faire. Haroun, vas-y par rapport à... Je tiens quand même à rappeler que M. Magnan est attaqué en justice actuellement par Mme Awada pour justement avoir fait des rapprochements. Pour un cas de diffamation. Pour un cas de diffamation. Et on espère que quand elle aura gain de cause, on espère qu'elle aura gain de cause, et que les gens qui aujourd'hui croient au complot musulman ne croiront pas que c'est un complot de la justice canadienne. Fabrice de Pierrebourg aussi se fait poursuivre. Est-ce que ça fait de lui un mauvais journaliste? Il se fait poursuivre par la mosquée à Soudan. Oui, ça fait de lui un très mauvais journaliste. Donc, juste pour conclure, je tiens à saluer les gens qui nous écoutent. Je pense qu'on a la chance, grâce à toi, Lamine. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette loi. Je pense que c'est une bonne loi. Je pense qu'il y a des excès, effectivement, par rapport à la dénonciation, par rapport à la liste des noms qui ont contrevenu à la loi, etc. On pense qu'il y a manière à améliorer. C'est ce qu'on a dit en commission. Et on dit ça, vraiment, je tiens à te remercier, Lamine, de nous donner l'occasion de débattre ici sur des ondes communautaires, de choses sérieuses, de choses qui nous touchent directement, nous, la communauté maghrébine. Et c'est des occasions rares, je pense. Maître Rachidi. Oui, écoutez, pour conclure, on va faire ça rapidement. Ce fut fort intéressant. Moi, je reste sur mes assises, je suis contre. J'essaie dans la mesure du possible et en tout temps de rester cohérent et conséquent avec moi-même. Je défends actuellement, comme vous le savez, une personne qui a exercé sa liberté d'expression et qui a vu sa réputation être détruite à néant par un homme politique. Et pour ces mêmes raisons-là, je m'oppose à ce projet de loi-là. Je vous laisse... je suis un petit peu tanné de parler du droit. Là. Je vous laisse, comme citoyen, sur cette phrase de John Stuart Mill. C'est si l'humanité tout entière avait la même opinion, sauf une seule personne, l'humanité ne serait pas justifiée de museler cette personne-là, autant que si cette personne-là pouvait juste museler le restant de l'humanité. Alors ça, c'est très important à garder. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec nous, c'était Maître Habib Rachidi. Merci beaucoup pour votre présence. Monsieur Haroun Bouazi, président de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec. Monsieur Philippe Magnan, administrateur de Porte de Veille, merci pour ce débat. Je vous rappelle donc, chers auditeurs, restez avec nous. Nous allons parler de sport, de l'importance de l'activité sportive au sein de la famille avec Samir Haddek. Restez avec nous, ça va dans quelques instants. Pause publicitaire et on vous